Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour des trois conférences, entre guillemets, qu'il y a eu au Computex et des annonces majeures qu'il y a eu des différentes marques qui nous intéressent ici, donc Intel, Nvidia et AMD. Il y a du bon, il y a du sale, il y a du très sale. On y va, c'est parti. Et donc on commence avec la keynote d'Intel parce que c'est la plus rapide, et c'est pas la plus intéressante non plus, et c'est bien dommage, on aurait bien aimé qu'ils nous parlent de DG2, du fameux GPU. Je pense que la plupart du monde ici attend, plutôt que un refresh de Tiger Lake pour PC portable. Bon alors c'est très bien, ce sont des processeurs tout à fait corrects pour les PC portables, mais en vrai, bon, à part beaucoup de bullshit marketing au niveau des chiffres et compagnie, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en vrai, c'est une légère évolution d'une architecture déjà sortie, donc bon, une keynote juste pour ça en gros. On s'est fait chier. Bon alors Intel, il n'y avait pas grand chose à dire, du coup on enchaîne avec Nvidia, et il y avait du bon et du très sale, on va y revenir après. Mais la bonne partie en premier, c'est que bon bah Nvidia va arriver avec du DLSS sur certains jeux, dont Red Dead Redemption 2 du coup, qui aura un patch qui va inclure le DLSS 2.1 sur ce jeu-là. Bon alors après, généralement si vous avez une carte qui supporte le ray tracing, enfin une RTX, Red Dead Redemption 2 tourne déjà très probablement plutôt pas mal chez vous, donc bon, ok, le DLSS, pourquoi pas, c'est toujours une bonne chose. Mais j'avoue que sur ce jeu-là, généralement, on peut réussir à avoir à peu près 60 FPS avec à peu près n'importe quoi, et pour ce type de jeu, c'est relativement suffisant. Ensuite, du DLSS également sur Rainbow Six Siege. Alors là, c'est pareil, si vous avez une RTX 2000 ou 3000, je dirais que ce jeu-là tourne déjà très probablement à plus de 200 FPS sur votre config, quoi qu'il arrive, donc quel intérêt de rajouter le DLSS? Je sais pas. Pourquoi pas? C'est comme s'ils rajoutaient le DLSS sur CSGO, ça n'a pas grand intérêt. Mais why not? Et un Reflex sur Escape from Tarkov. Ok. Sinon, plus intéressant, du ray tracing d'ajouter sur Doom Eternal, donc ça fera un titre en plus. Et comme c'est un titre qui de base tourne déjà très bien sur quasiment tous les GPU, ce sera intéressant de voir l'impact de ce ray tracing sur ce jeu-là. Donc, quelque part, je suis content de ne pas l'avoir encore fait, ça me permettra d'en profiter avec tous les effets sympatoches. Après, en dehors de ça, il y avait quelques autres annonces sur des sites un petit peu moins connus, comme sur Icarus, Dying 1983, The Ascent, The Persistence, et un truc pour Fortnite. Bon, ok. Donc après les news sympas chez Nvidia, on a les news un petit peu moins sympas, et je dirais même qu'on a un petit peu la pseudo-gravier ici, avec la 3080 Ti, du coup 12 Go comme prévu, qui a été officialisée, qui a été annoncée avec une sortie dans 2 jours, donc le 3 juin, pour un prix au modèle Founders Edition, le prix très très attractif de 1200 $, donc 1230 € chez nous. Et puis c'est juste immonde. En parallèle à ça, on a eu la 3070 Ti qui arrivera un petit peu plus tard, à peu près 10 jours plus tard, enfin dans ces eaux-là, avec 8 Go de RAM, ce coup-ci en GDDR6X, comme prévu également, pour elle un tarif de 600 $, donc 630 € chez nous. Alors ces deux cartes, pour moi, n'ont aucun sens, et elles sont beaucoup trop chères pour ce qu'elles sont. En particulier la 3080 Ti, honnêtement, 500 € pour 2 Go de RAM et à peu près 10% de performance en plus. C'est dégueulasse, je peux pas le dire autrement. Et c'est très probablement la 80 Ti la plus mauvaise qui n'ait jamais été fabriquée depuis qu'on a des 80 Ti.
Souvenez-vous, hein, la 2080 Ti, malgré tout très décriée à l'époque, puisqu'elle coûtait très cher, malgré tout, le prix le plus bas possible, hein, pas le modèle Founder Edition de l'époque, mais le prix annoncé le plus bas était de 1000$. Et pour 1000$, quand on compare au 2080, qui coûtait 700 balles à peu près, pour 300 balles, donc, environ, on avait 20-25% de perf en plus et 3 Go de RAM en plus. Bon, alors la RAM, c'est anecdotique, mais on avait quand même 25% de perf en plus. Et c'est ce qu'on avait généralement à chaque fois sur les modèles TI, en 80 Ti. Entre la 1080 et la 1080 Ti, c'est pareil, on passait de 8 à 11 Go de RAM, avec un bon 30% de perf en plus quasiment. Entre la 980 et la 980 Ti, pareil, un bon gros gain de performance. Et bien ici, c'est pas du tout le cas. Et honnêtement, hein, 10% de performance en plus par rapport à une 3080, c'est imperceptible. Et les 2 Go de RAM, c'est pas vraiment ça qui va faire que la carte va durer beaucoup plus longtemps. On peut même pas dire que ce soit du future proofing, surtout pas à ce prix-là. Le jour où la 3080 est larguée, la 3080 Ti le sera quasiment tout autant. Ces cartes sont vraiment trop proches pour dire que ça vaut le coup. Enfin honnêtement, en performance prix, cette carte est une aberration. Encore pire que la 3090, hein, honnêtement. À choisir entre les deux, je trouve que la 3090 a plus de sens. Au moins, ces 24 Go de RAM ont une utilité pour certaines personnes. Ici, les 12 Go, ok, c'est bien, mais c'est ce qu'aurait dû être la 3080 de base, en fait. Elle aurait dû sortir avec 12 Go et non pas 10. Pour la 3070, bah, c'est un peu pareil, hein. On se retrouve avec une carte à 600$. Du coup, à mettre en face, on a la 6800 XT, qui coûte à peine plus cher, hein, puisque du coup en euros c'est 630€. La 6800 XT, jetons un coup d'œil sur le site d'AMD, c'est 638€, donc ça fait aller 650€ livré. Et elle est autrement plus performante que cette future 3070 Ti. Et la 6800, 570€, on va dire 580€ livré, 16 Go de RAM, une puce probablement relativement équivalente à cette 3070 Ti en performance brute, mais une carte à 630$ en 2021, mi-2021 maintenant, avec 8 Go de RAM, c'est pas suffisant pour une gamme, enfin pour une carte à ce prix-là, c'est juste non. 8 Go de RAM sur la 3060 Ti, ok. 8 Go de RAM sur la 3070, commence à être compliqué. 8 Go de RAM sur la Ti, non. Pour moi, c'est un non total. Enfin, cette carte n'a aucun sens. Surtout quand on voit ce qu'il y a en face. Et en plus, on a la 3080 qui coûte à peine, entre guillemets, 100€ plus cher. Il n'y a même pas photo. Alors certes, 10 Go de RAM, c'est pas énorme, mais c'est mieux que 8. Tout comme 12, c'est mieux que 10. Pour la 80 Ti, ok. Mais on n'a pas la même différence de tarif. Entre la 3070 Ti et la 3080, on a 100 balles. Entre la 3080 et la 3080 Ti, on a 500 balles. Et la 3080, elle doit être facile 20% plus perf que la 3070 Ti. Donc bref. Alors, à quoi servent ces cartes? Eh bien, tout simplement, pour Nvidia, c'est pour s'en mettre plus dans leur poche, tout simplement. Alors vous allez me dire, ok, c'est une société qui est là pour faire du bénéf. Oui, je suis d'accord. Est-ce que c'est pour autant une raison pour se pencher en avant et se la prendre bien profond? Vous faites ce que vous voulez. C'est juste qu'il y a des alternatives, même dans la gamme d'NVIDIA, qui sont bien plus intéressantes que ces nouveaux modèles. La 3080 est juste largement meilleure en performance prix, il n'y a même pas photo. Et la 3070 Ti, la 3070 de base est largement plus intéressante en perf prix. Et la 3060 Ti, qui mettait déjà un peu à mal la 3070, je trouve, elle coûte 430 balles, mais livrée. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir 20% de perf en plus pour 40% de prix en plus? À vous de voir.
Mais bon, je pense que cette 3080 Ti, c'est probablement une des pires cartes au niveau placement tarifaire dans une gamme chez Nvidia depuis très très longtemps. Dans l'absolu, à ce tarif-là, elle devrait même pas exister pour moi, c'est juste n'importe quoi. Sans compter que, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on a toujours le même refroidissement que la 3080 tout court sur ce modèle, qui risque de chauffer beaucoup plus et qui du coup devrait faire plus de bruit qu'il ne le faisait déjà sur la 3080. On espère qu'NVIDIA auront investi un petit peu dans des pads thermiques de qualité pour la RAM ce coup-ci. J'y crois pas trop. Bref. Cette carte, pour moi, c'est vraiment une des pires affaires actuelles. Je préfère encore la 6900 XT. Je préfère encore la 3090. Mais celle-ci, non. Clairement non. Alors après, on a eu les jolis slides marketing. Ah oui, alors ils comparent ça à la 1080 Ti et la 2080 Ti. Ça fait joli sur les graphiques. Si on mettait la 3080 sur le graphique aussi, ça serait tout de suite beaucoup moins impressionnant. Pour la 3070, c'est pareil. On nous a claqué la 2070 Super et la 1070 Ti. Si on avait mis la 2070, la 3070 et la 3060 Super ici aussi, ça perdrait beaucoup de sa superbe. Marketing quand tu nous tiens. Et puis même l'argument du ça fait des modèles en plus, ça fait des cartes en plus, probablement. Non, faut bien se garder à l'esprit également que ce sont exactement les mêmes puces que les 3080 ou les 3070 de base. Donc ça fera pas plus de cartes sur le marché. Au niveau des lignes de production, ça change rien. Tout ça, c'est uniquement pour se faire plus de pognon pour Nvidia en fait, c'est tout. Moi j'aurais tendance à vous dire ne les achetez pas. Après je sais qu'au niveau de la situation actuelle, si vous arrivez malgré tout à avoir un modèle Founders Edition, ça peut paraître tentant. Oui, ça reste une douille quand même. Bref, malgré tout, pour ces modèles Founders Edition, ce sera chez LDLC que ça se passe. La vidéo que j'avais fait à l'époque sur comment choper une RTX 3000 reste relativement d'actualité. Il y a quelques ajustements que j'avais rajoutés en commentaire. Ce coup-ci, on sait à l'heure que ça doit tomber, ça devrait être à 15h comme d'habitude. S'il y a des changements, je vous laisserai peut-être un message dans l'onglet communautaire de la chaîne si ça vous intéresse quand même malgré tout. Bon courage si vous décidez d'acheter quand même ces cartes-là. Au moins vous savez où vous mettez les pieds. Sinon, du côté d'AMD, on nous a annoncé quand même un paquet de trucs. Comparé aux deux autres marques, c'est eux qui avaient le plus d'annonces à faire. On va essayer de voir ça assez vite quand même. Ça commençait avec les RX 6000 mobiles, donc l'arrivée de RDNA 2 sur les PC portables. Alors, ok, très bien. Bon gain de perf à mon avis. Ça doit être relativement équivalent à la gamme d'NVIDIA en face. Par contre, je ne suis pas très fan du fait qu'ils aient copié NVIDIA sur la façon dont ils donnent le nom des cartes sur les PC portables. Puisque là, on a la 6800 mobile qui est basée sur Navi 22, qui est la puce qui équipe les 6700 XT. Donc ne vous attendez pas du tout à avoir les performances d'une 6800 même normale sur les PC portables équipés d'une 6800. Ce sera même moins performant qu'une 6700 XT de bureau. Puisque bon, sur PC portable, on a des contraintes niveau dégagement thermique et de consommation qui ne sont pas présents sur les PC de bureau. C'est pour ça que ce soit au niveau processeur ou GPU, c'est jamais aussi performant que sur nos PC de bureau. Donc plusieurs puces, on a la 6800M et la 6700M basées donc sur Navi 22, la puce de la 6700 XT. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un modèle à 10 Go pour la version 6700M, avec un bus 160 bits et 80 Mb d'Infinity Cache. C'est intéressant de voir AMD faire ça, puisqu'en gros, l'Infinity Cache, ça leur permet de faire des trucs assez exotiques tout en ayant des performances relativement correctes. Je pense que cette 6700M pour du 1440p voire 1080p en PC portable, ça devrait être plutôt pas mal. Et on a aussi la 6600M qui n'existe pas encore en PC de bureau, on n'a pas encore les 6600. Du coup on a les specs ici, 1792 cores, 8 Go de RAM,
des fréquences de 2177 MHz, un bus 128 bits et 32 Mb d'Infinity Cache. Alors, c'est comme les futurs 6600 bureaux, c'est prévu, enfin c'est orienté très fortement pour du 1080p. Ça devrait être très bon en 1080p, comme la future 6600 de PC de bureau. Par contre, les perfs risquent de s'effondrer assez violemment dès qu'on passe dans des résolutions supérieures. Donc, la façon de faire la gamme chez AMD maintenant, c'est très orienté selon les résolutions visées. Donc, faut le savoir. Deuxième info intéressante de la part d'AMD, du coup, c'est l'arrivée des APU, donc des 5600G et 5700G sur les PC de bureau en version boîte. Chose qu'on n'avait pas eu sur les APU, les Ryzen 4000, ça avait été réservé aux PC portables et aux OEM, enfin aux assembleurs de PC type HP et compagnie. Du coup, qu'est-ce que c'est que ces processeurs? Eh bien, ce sont l'équivalent des APU pour PC portable, mais du coup pour PC de bureau. Donc ce sont des processeurs légèrement moins puissants que leur contrepartie PC de bureau. Par exemple, le 5700G est moins puissant que le 5800X, et le 5600G ici là sera également un peu moins puissant que le 5600X. Par contre, il y aura une partie graphique intégrée basée sur l'architecture Vega, puisque AMD n'a pas prévu d'apporter RDNA 2 sur leurs APU avant la prochaine génération. Bon, c'est pas dramatique, cela dit, c'est pas trop mal, ça arrive le 5 août, ça devrait faire de très bons petits processeurs, hein, ça devrait être tout à fait suffisant pour la plupart des gens, hein, en vrai, avec une petite partie graphique, ce qui fait que si vous n'avez pas de GPU, ben vous aurez maintenant une option chez AMD pour avoir quand même de l'affichage et pouvoir quand même utiliser cette partie graphique intégrée pour pouvoir faire un petit peu de gaming. Alors vous n'allez pas jouer au dernier AAA, mais je pense qu'il y a moyen de jouer quand même en 1080p avec des sacrifices au niveau des détails dans les jeux, ou à des jeux plus anciens, ou à des jeux indés, dans des conditions correctes. Malgré tout, ça peut permettre de patienter en attendant de revoir des GPU à un prix normal. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le 5700G est prévu à 360$, le 5600G à 260$. Je pense que j'essaierai d'en choper un quand ça va sortir, un 5600G je pense, pour pouvoir faire des tests dessus, pour voir ce que ça vaut, si c'est utilisable en gaming, et voir un petit peu les performances. Donc c'est pas des mauvais processeurs, le placement tarifaire est pas agressif, mais c'est pas non plus mauvais, les performances seront plutôt bonnes hein, dans l'ensemble, ce sont des bons processeurs, hein, mais ça va quand même permettre à certaines personnes de pouvoir utiliser un PC au moins en attendant d'avoir un GPU, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre news vraiment intéressante aussi, hein, c'est qu'AMD a montré un prototype d'un processeur avec un V-Cache en 3D stacking. Alors si vous comprenez rien à ce que je viens de dire, pour faire très simple, AMD a présenté un modèle de Ryzen 9 5900X avec une nouvelle technologie qui s'appelle le 3D stacking. Le 3D stacking, ça permet à AMD de pouvoir empiler plusieurs couches de différentes technologies possibles, hein. Là ici, ils ont choisi d'empiler une couche de cache en plus. Un cache basé sur de la SRAM, et ce qui fait que sur chaque unité de corps, hein, parce que vous savez que sur les Ryzen, comme ici on le voit ici, on a l'IO die qui fait les entrées-sorties, et là ici on a les deux corps. Donc, par exemple c'est 8 corps ici et 8 corps ici. Sur un 5900X c'est 6 et 6 d'activer. Et du coup on aurait au-dessus une bande en plus qui relie les deux en fait, et qui apporterait un cache de niveau 3, ce qui sur un 5950X avec ses 16 corps pourrait apporter jusqu'à 192 mégas de cache de niveau 3 au total, ce qui est tout simplement monstrueux. Et qui dit gros cache rapide comme il l'est ici, hein, ça permet en plus de faire un lien en plus entre les différents processeurs, ça améliorait les performances en jeu sur leur prototype ici à 4 GHz de 15% par rapport entre un 5900X normal et un 5900X avec ce cache en plus. Donc AMD nous annonce également que ça devrait débarquer pour la fin de l'année dans des produits, on sait pas lesquels. Alors c'est plutôt intéressant. Hypothèse, hein, on va prendre des grosses pincettes,
Mais est-ce que ce serait pas tout simplement les fameux Zen 3 Plus que l'on attendait, qui nous reviennent d'une façon détournée? C'est possible et ce serait vraiment intéressant, puisque ça permettrait à AMD d'avoir un processeur avec des performances en moyenne 15% supérieures par rapport à un processeur sans ce cache, ce qui serait très probablement suffisant pour pouvoir mettre en face des prochains processeurs de chez Intel, donc d'Alder Lake, qui doit lui justement arriver en fin d'année. Du coup, on va peut-être voir arriver ces nouveaux processeurs avec V-Cache, plus performants en jeu et probablement aussi dans d'autres applications, à mettre en face de la future gamme d'Intel en attendant les Ryzen 6000. Donc, ce serait très intéressant de voir ce que ça donnerait au final, et ça permettrait d'avoir un dernier upgrade possible sur les Ryzen 5000 avant de passer à la prochaine architecture. On verra bien si ça se concrétise ou pas, ce serait plutôt malin de leur part, hein, je trouve, et ce serait vraiment hyper intéressant de voir ça en action et comment ça se comporte par rapport à la future gamme d'Intel. On va garder nos petites pincettes, mais ce serait cohérent au niveau timing principalement, puisque si ça doit arriver vers la fin de l'année dans des produits, je vois pas trop sur quoi ça peut être quand on nous montre un prototype de ce type-là. Sur un 5900X, ça paraîtrait plutôt logique. Alors après, je vous avouerai, ça me paraît beaucoup plus intéressant que des modèles XT, des modèles 5000, qui auraient servi à rien, hein, grosso modo, à part lancer une nouvelle gamme fantôme, entre guillemets. Là, ce serait vraiment une vraie nouveauté, donc affaire à suivre. Sinon, le clou du spectacle, eh bien, c'était le fameux Fidelity FX qui nous a été du coup montré vite fait, et une date de sortie donc le 22 juin. Alors, lors de cette petite présentation, hein, AMD nous a donné quelques chiffres. En gros, le Fidelity FX, ça fonctionnera un petit peu comme le DLSS. On aura plusieurs choix de qualité et donc d'augmentation de performance, comme le fait Nvidia avec son DLSS. Et on a eu le droit à une seule démo, enfin 2 démos, sur un seul jeu. C'est ça qui est un peu dommage, c'était sur Godfall. Bon alors Godfall, techniquement, le jeu est plutôt mignon. Par contre, le jeu en lui-même, c'est de la merde. Donc personne a envie d'acheter Godfall pour faire des tests, surtout pas moi. Donc j'espère qu'il y aura d'autres jeux qui supporteront ça le jour de la sortie. J'ai pas envie de me taper Godfall. Mais j'ai quand même envie de tester la techno pour voir ce que ça donne à l'utilisation. Donc du coup, le FSR sur Godfall avec une 6800 XT, en très haute qualité, on a quand même un gain de performance de 60% environ. Et quand on descend jusqu'au mode performance, on a jusqu'à 306% d'amélioration de performance. Bon alors après, on va regarder vite fait les démos. Je vous mettrai également les liens dans la description, mais ça se trouve sur la chaîne YouTube d'AMD tout simplement, si vous voulez voir ça en 4K. Donc on voit ici sur Godfall, en résolution native en 4K, avec les settings en Epic plus Ray Tracing, et avec le Fidelity FX en ultra qualité, donc la meilleure qualité possible de cette technologie, on gagne 59% de performance. Donc on passe de 50 FPS environ à environ 80. Et on va faire tourner la démo et on voit qu'au niveau de la qualité, ça a l'air plutôt correct dans l'ensemble. C'est plutôt pas mal. Donc, en qualité la plus haute possible, ça a l'air tout à fait raisonnable. Est-ce que ce sera aussi bien que le DLSS? Probablement pas. Faut quand même garder ça à l'esprit. Mais la force de cette techno ne se situe pas là, je dirais. Ça se passe plutôt sur la petite démo d'après, où AMD nous a présenté du coup ce Fidelity FX sur une GTX 1060. Alors, je vais reprendre la démo un petit peu avant aussi, mais ce qui est intéressant à rappeler ici, ils ont choisi une 1060, pourquoi? Parce que c'est la carte graphique la plus populaire dans les enquêtes Steam. Bon alors après, je pense que c'est surtout à cause des PC portables. Mais du coup, avec une GTX 1060 en 1440p au détail à fond, on a un gain de 41% de performance en plus. Par contre, ce qui est important à noter ici, c'est que le Super Résolution est en mode Quality, donc c'est pas le niveau de qualité le plus élevé.
Et ça se voit clairement à l'image ici, où c'est clairement c'est fou, c'est flou sur la droite. Je pense qu'ils ont choisi ça pour montrer un gain de performance impressionnant, mais par contre, je trouve qu'au niveau de la qualité d'image, sur la droite, c'est clairement pas génial. Enfin, honnêtement, c'est un peu flou quand même, hein. D'ailleurs, c'est clairement plus flou, ça se voit surtout sur les arbres, par exemple, et dans les feuilles et compagnie. Bon, après, je pense que c'est tout à fait utilisable, hein, mais il y a clairement une perte de qualité d'image. Mais du coup, le tour de force d'AMD avec cette technologie, eh bien, c'est que c'est compatible avec quasiment tous les GPU modernes sur le marché. Chez AMD, ce sera compatible à partir des RX 480 à 470, 460, enfin la série 400, la série 500, sur Vega, sur RDNA 1, RDNA 2 évidemment, mais ce sera aussi compatible avec les APU. Ça marchera aussi du coup chez Nvidia, et ça marchera très probablement également chez Intel. Donc c'est une techno complètement ouverte. Et comme je le disais déjà précédemment, le fait que ce soit une technologie ouverte risque de devenir le standard en fait, puisque apparemment, hein, des échos qu'on a déjà eu à droite à gauche, c'est très simple à implémenter, ça va très vite, c'est beaucoup plus simple à implémenter que le DLSS. Au niveau de la qualité, c'est plutôt correct, mais le fait rien que ça fonctionne sur tous les GPU existants du marché et non pas sur les RTX 2000 et 3000, ben ça ouvre le marché de façon énorme. Ce qui fait que ça rend le DLSS limite obsolète. Tout simplement parce que les développeurs, généralement, ils n'ont pas que ça à foutre que de développer leur jeu pour le DLSS. S'il y a quelque chose qui marche sur tous les GPU du marché, et que ça marche plutôt pas mal, pourquoi s'embêter? Donc c'est vraiment très malin de la part d'AMD d'avoir fait ça, hein, c'est open source. Donc c'est clairement un gros tacle envers Nvidia, hein, puisque on a vu chez Nvidia qu'ils n'avaient pas spécialement envie de faire ce type de techno sur leur GPU un peu plus ancien pour que les gens achètent du nouveau matos tout simplement. Alors après, ok, le DLSS ça restera très probablement l'option la plus qualitative, ça restera aussi peut-être la plus performante, je sais pas. Par contre, ben, comme à chaque fois, hein, Nvidia nous pond des technologies plutôt pas mal, ils sont pionniers à chaque fois sur certains trucs. On doit la démocratisation du G-Sync, FreeSync et compagnie, ben, c'est un peu grâce à Nvidia que c'est devenu populaire. Mais on voit qu'actuellement, par exemple, sur les moniteurs, ben, il n'y a quasiment plus que du FreeSync partout. Le G-Sync compatible, ça veut rien dire, c'est du FreeSync en fait, tout simplement. Et à chaque fois, ben, c'est ce que fait Nvidia. Ils arrivent avec une techno, ils l'enferment dans leur GPU, et puis au final, ben, on arrive avec un standard ouvert qui ne vient pas d'eux, et du coup leur techno propriétaire est de moins en moins utilisée et finit par disparaître. Alors est-ce que c'est ce qui va se passer Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer avec le DLSS? Il est trop tôt pour le dire, mais ça va peut-être pousser Nvidia à apporter une sorte de DLSS moins quali sur leurs anciennes générations du coup. Et je pense que si ça arrive, ben, je pense qu'on peut remercier AMD pour avoir poussé ça. Encore une fois, hein, les premières versions du DLSS, il y en a certaines qui peuvent fonctionner sans avoir besoin des Tensor Core, par exemple. Donc, il y avait clairement moyen de faire fonctionner le DLSS. Peut-être moins bien que sur les RTX, mais sur les GTX également. Bref. Qui sait, on verra peut-être du FSR ou du DLSS compatible, j'en sais rien. Mais bon, là, je pense qu'NVIDIA va devoir réagir. Et je pense qu'ils n'ont pas vu le coup venir, encore une fois, hein, décidément. AMD, sur cette génération, a été quand même très agressif. Que ce soit au niveau de RDNA 2, avec l'arrivée par exemple de la 6900 XT, qui a quand même foutu un sacré coup de pied à la gamme NVIDIA. Ce FSR qui s'annonce quand même plutôt sympathique. Alors après, on attend d'en savoir plus. Mais ça s'annonce quand même plutôt sympathique. Donc on nous annonce 10 studios qui sont déjà embarqués sur la techno, 10 moteurs également, 10 développeurs différents.
Je suis curieux de voir quels jeux seront compatibles le jour de la sortie. Si c'est juste Godfall, ce sera quand même assez décevant, j'espère qu'il y en aura d'autres. Mais j'avoue quand même que le fait que ce soit une techno ouverte, qui marche avec tout, même avec des GPU qui ne sont plus d'actualité, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui sont encore avec une 1080 Ti, une 1080 ou une 1070. Avoir des perfs en plus, comme ça, avec un niveau de qualité plutôt correct, je pense que c'est la bienvenue pour beaucoup de monde. Et même avec les 1060, comme ça a été montré dans l'exemple de la vidéo, même si c'est pas les 49 ou je sais 41%, même si c'est 20% de perf en plus, c'est toujours très appréciable. Enfin bref, voilà un petit peu ce que ça donne au niveau de ces différentes keynotes, hein, que ce soit d'Intel, Nvidia ou AMD. Bon, vous l'aurez compris, hein, j'ai quand même trouvé la prestation d'AMD beaucoup plus intéressante que celle des deux autres. Chez Intel, c'était plutôt décevant, puisqu'il n'y avait rien vraiment de spécial à se mettre sous la dent. Chez Nvidia, bah, on savait déjà tout aussi, pas de surprise, en dehors du prix, qui est aussi là décevant. Hein. Il y en a beaucoup qui attendaient la 3080 Ti à environ 1000 balles. On n'y est pas vraiment, hein. 1200 c'est beaucoup plus cher. Et en plus, les modèles custom seront très probablement hors de prix, même le jour de la sortie. Donc c'est deux cartes inutiles, hein, comme je le disais tout à l'heure. Enfin moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Après si vous envoyez un, bah grand bien vous fasse. Vous faites ce que vous voulez de votre pognon. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube. Ça aide la chaîne concrètement, hein. Si vous voulez m'apporter votre soutien, c'est toujours sympathique de votre part. N'hésitez pas comme d'hab à passer sur Discord pour faire coucou sur le stream. Ce serait toujours les bienvenus. Et puis on se retrouve incessamment sous peu pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!